Bonjour, c'est Mélissa Carbonneau. Donc, pour ceux qui n'avaient pas écouté la vidéo de la semaine dernière, je me représente en 2-3 secondes. Donc, je suis une personne là, qui publie sur le blog L'adulte autiste depuis quelques mois déjà. Donc, j'avais fait une petite vidéo pour me présenter la semaine dernière. Et en fait, j'expliquais là qui j'étais et la suite de mes articles qui allaient venir dans les prochaines semaines. Entre autres, aujourd'hui, on allait aborder le sujet des différentes sphères de vie et les changements que j'ai apportés dans celle-ci depuis la dernière année. Je parle en fait de tout ce que j'ai appris et aussi d'outils de différentes grilles d'évaluation que je vais vous partager qui m'ont permis d'établir les objectifs et les changements qu'il y avait à apporter dans chacune de ces sphères. Donc, allons-y. En fait, il m'a paru évident à la suite de mon diagnostic que je devais revoir toutes les sphères de ma vie pour déterminer si cela était positif ou non pour moi. Apprendre à me connaître à travers chacune d'elles et de me fixer des objectifs qui respectent mes besoins et limitations. Alors qu'auparavant, j'arrivais à vivre une vie telle qu'attendue, je n'y parvenais plus avec ma nouvelle réalité de maman et cette réalité allait durer plus de 20 ans. Je ne pouvais donc pas me dire de tenir le coup jusqu'à ce que mes enfants quittent la maison. C'était pas une question de jours ou de semaines. Et même à ça, maintenant que j'avais la vérité devant moi, ce qui expliquait qui j'étais, ce que je valais dans mes forces et mes faiblesses et mes limitations, que j'avais eu raison enfant quand je nommais mes hypersensibilités et tous mes autres traits autistiques, mes rêves qui sortaient de la norme, mon intuition, mon empathie et d'autres valeurs qui sortaient de l'ordinaire aussi, etc. Donc en fait, quand tout ça me revint en mémoire et que malgré que j'avais eu raison, j'avais accepté de m'oublier pour faire plaisir à la société, pour éviter leur désapprobation et pour essayer de réussir dans la vie. Je dis bien tenter de réussir, car ma vie n'a été qu'un résultat d'échec puisque j'avançais dans l'incompréhension et j'ignorais que j'avais des déficits, alors je réessayais encore et encore, sans améliorer quoi que ce soit. Ayant pris conscience de tout ça, mais comment pourrais-je accepter de continuer à vivre en inadéquation avec moi et mes besoins? Cette vie serait illogique et souffrante et je ne voyais pas comment je pourrais être heureuse. Ce n'était pas un choix comme quand on refait la décoration de sa chambre car on n'aime plus trop la couleur ou l'agencement des meubles. C'était une obligation pour me respecter, pour rester en santé et pour garder le moral. Bref, pour envisager un futur possible. Et je voulais être un bon modèle pour mes enfants et leur enseigner l'importance de s'aimer et de se respecter. Donc, les raisons principales d'harmoniser ces sphères. Je vais y aller sphère par sphère. Donc, il y a la sphère familiale. La famille joue un rôle important dans notre vie puisqu'elle est normalement un pilier de référence et de soutien en cas de problème et que nous les fréquentons peut-être régulièrement. Nous pouvons ici parler de la famille immédiate, soit la conjointe ou les enfants, ou toute autre personne en fait qui vivent sous notre toit. J'inclurai aussi les autres personnes, c'est ça, qui vivent sous le même toit que nous, parce qu'on les côtoie régulièrement. Ça peut être un ami, un colocataire ou un autre membre de notre famille comme un oncle ou un grand-parent par exemple. Il y a aussi la famille plus élargie, telle que nos parents, frères, sœurs, cousins que nous voyons à l'occasion, qui n'habitent plus dans le même domicile que nous. Bien sûr, selon votre situation, peut-être voyez-vous aussi vos parents tous les jours, même si vous n'habitez plus à la même endroit. Alors, ils pourraient faire partie de votre famille immédiate. Ce que je veux dire, c'est que plus souvent nous fréquentons une personne, plus elle aura d'impact sur notre bien-être, positif ou négatif. Que ce soit si elle nous accepte telle que nous sommes, surtout si vous venez de recevoir un diagnostic récent, si elle est suffisamment disponible pour vous, si elle peut vous apporter écoute et soutien en cas de besoin, si elle a des intérêts à partager, si la communication est bienveillante et efficace, c'est-à-dire que vous vous comprenez mutuellement en soi. S'il n'y a pas de propos ou comportements violents ou dénigrants, etc. Tout ça se répercutera sur votre état général, santé, émotions, confiance et amour de vous, de soi, activera des valeurs soit positives telles que le courage, la motivation, l'amour, le respect et l'ouverture, versus des valeurs négatives en cas de mauvaise relation telles qu'un sentiment d'impuissance, culpabilité, découragement, dévalorisation, désespoir et j'en passe. Et c'est sûr que cet état d'esprit de santé générale c'est sur lequel vous appuierez pour affronter votre quotidien, relever les défis qui se présenteront à vous, la façon que vous interpréterez les situations de la vie, la façon que vous vous présenterez aux autres et ce que vous dégagerez, comment vous envisagerez votre futur. Si les personnes de votre entourage sont positives pour vous, vous aurez plus de succès et inversement. Si ces personnes sont négatives, vous vivrez plus d'échecs. Lorsque je parle de remettre de l'ordre dans ma vie, suite à mon diagnostic d'autisme, l'évaluation de toutes les personnes que je fréquente est plus que nécessaire pour déterminer quels impacts elles ont sur mon bien-être et si elles m'aident ou me nuisent dans l'atteinte de mes objectifs. Et ça, c'est pas égoïste du tout.
Vous trouverez dans la grille d'évaluation différents aspects sur lesquels j'ai porté mon attention, afin de déterminer si je devais conserver, modifier ou cesser cette relation. Bien sûr, ce tableau étant modifiable, vous pouvez supprimer ou ajouter d'autres aspects qui vous représentent davantage. Concernant la sphère du travail, occupation ou études. Ici, je vais vous parler de ma situation à moi, car cela est très variable en fait d'un individu à l'autre. Certains travaillent à temps plein, d'autres à temps partiel ou saisonnier, d'autres encore vont soit à l'école à temps plein ou en jumelant un travail, ou d'autres font que du bénévolat, par exemple, au lieu de travailler. Pour ma part, j'ai toujours travaillé à temps plein. J'ai jamais ne serait-ce qu'imaginé que ce pouvait être une option envisageable autant financièrement que parce que j'étais limitée au niveau de mes capacités et énergie. Parfois, en plus, je tentais un retour aux études que je ne terminais pas. À chaque année, je vivais un épisode d'épuisement et j'arrêtais de travailler. Je n'avais jamais remis en question ma capacité de travailler à temps plein. Toutefois, avec ma nouvelle réalité de maman, cela est devenu évident que je n'ai plus l'énergie ni les capacités pour le faire. Ensuite, malgré le fait que j'étais consciente de ne pas faire l'emploi de mes rêves, je ne m'étais jamais demandé si cela affectait ma santé, mon humeur et si des besoins étaient négligés. Maintenant, je réalise que tous ces aspects sont affectés lourdement. Étant devenue maman et propriétaire d'une maison, mes nouvelles responsabilités me rendent plutôt difficile le retour aux études pour trouver une carrière permettant mon bien-être et d'éviter ainsi les épuisements à répétition et ma situation financière précaire. C'est pour cela que je vous partage mes conseils et mes outils afin que vous puissiez prendre conscience de tout cela avant que ça devienne très difficile d'effectuer les changements que vous souhaiteriez. Vous trouverez aussi dans la grille d'évaluation une section pour le travail, études, occupation. N'hésitez pas à la personnaliser. La sphère des intérêts et loisirs. Cette sphère ne devrait pas être négligée ni être perçue comme secondaire. Les intérêts et loisirs sont primordiaux pour avoir un bon moral, un sentiment de satisfaction et d'épanouissement, une bonne santé, développer des relations, apprendre sur des sujets, faire de l'activité physique et prendre soin de soi en s'accordant du temps pour avoir du plaisir. Dans notre société et son rythme de vie effréné, nous avons souvent tendance à nous mettre de côté pour réussir à répondre aux attentes extérieures et accomplir nos tâches et responsabilités quotidiennes. J'essaie donc de m'accorder un temps pour mes intérêts et loisirs. Quand j'ai reçu mon diagnostic, une autre vérité apparut. Je n'avais pas ou peu d'intérêts ressourçants ou spécifiques, ou du moins je ne leur accordais presque pas de temps, ce qui était négatif et ne me permettait pas de guérir de mon épuisement autistique. Ensuite, pour ce qui est des loisirs, je ne me connaissais pas, ni ma personnalité, ni mes goûts et envies, ni mes forces ou faiblesses. J'avais toujours eu seulement des loisirs pour faire plaisir aux autres et je choisissais dans l'éventail des loisirs disponibles qui paraissaient normaux. Ici, j'entends par là le cinéma, les restaurants, marcher en ville, prendre un café dans une boulangerie, traîner dans les magasins, faire un pique-nique, essayer un nouveau sport, etc. Oui, c'est peut-être divertissant, mais ce n'est pas ressourçant. Voire même que bon nombre de ces activités nuisent à mes anomalies sensorielles ou mettent de l'avant mes déficits et limitations au lieu de mettre de l'avant mes forces et capacités. Je devais donc me pencher là-dessus afin de me découvrir et d'expérimenter de nouvelles choses qui sortaient de l'ordinaire. Je suis une personne intellectuelle et créative, je me remis à la lecture et l'écriture. J'aime aussi l'autosuffisance, donc je me mis au jardinage. Je recommence à danser chez moi pour dépenser mon énergie due à mon hyperactivité. J'aimerais aussi aller plus souvent marcher en forêt, mais pour le moment, je manque de temps. La nature m'apaise et j'aime la faune et la flore et pister les animaux sauvages. Tout cela reviendra avec le temps, tant que je garde le cap vers cet objectif. Maintenant que je me reconnecte avec mes intérêts spéciaux, tels que tourner autour d'une table ou trier des objets d'une façon précise, je me découvre, je m'accepte, j'augmente ma confiance en moi, car j'augmente mes connaissances dans des sujets qui me passionnent et je mets de l'avant mes forces dans les activités le permettant. Au niveau de la sphère personnelle, dans cette sphère, j'inclus la santé physique, mentale et psychologique, le moral dont l'humeur et les émotions, le respect de ses besoins, limitations et de sa condition d'autisme, ce qui peut inclure la recherche de soutien et d'adaptation nécessaires, ainsi que toutes les habitudes de vie, telles que le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène de base, l'énergie et la fatigue, la sexualité, et j'en passe. Ne pas répondre aux besoins de cette sphère peut avoir d'importants impacts sur notre santé et notre bien-être, allant même jusqu'à développer des maladies, des troubles ou être jugé non autonome à vivre seul ou s'occuper de soi. Pour ma part, il n'y avait pas un point ou presque dans cette sphère qui n'était pas à améliorer ou prendre en charge. Par exemple, les douleurs physiques non traitées. Cela fait des lustres que je ne suis pas allée chez le dentiste. Mon TDAH n'était pas médicamenté, je n'étais suivie par aucun médecin à ce sujet.
J'ai des traumatismes, un trouble identitaire et un trouble anxieux qui n'étaient pas non plus pris en charge. Mon hypersensibilité émotionnelle était à la frontière de devenir un trouble de l'humeur. Je ne subvenais pas à mon hygiène de base à tous les jours, surtout le brossage des dents, en fait. J'étais extrêmement fatiguée à 18h30, puis quand l'anxiété prit le dessus, je n'arrivais plus à dormir. Avant d'arrêter de travailler, j'étais rendue à m'alimenter une fois par jour et je n'avais pas le temps de faire de l'activité physique. J'avais donc un énorme besoin de m'arrêter un certain temps pour reprendre tout cela en main et m'assurer une bonne santé, un bon moral et une hygiène de vie tout en étant réaliste de ma condition d'autisme. Et ça ne se fait pas en 3 jours. Concernant la sphère de l'environnement de vie. Ici, l'environnement peut être à différentes échelles. Cela peut être le pays, la ville, le quartier, le voisinage, notre maison, notre voiture ou d'autres lieux que je fréquente régulièrement. Pour la raison principale qu'on y passe beaucoup de temps. Les impacts sur notre bien-être sont aussi grands. Une évaluation de ces environnements m'a été indispensable dans ma quête du bien-être. Au début de ce processus de changement, j'habitais en ville. Lorsque j'appris le mot anomalie sensorielle, traitement de l'information, surcharge, et ce sans compter qu'il y a beaucoup de gens à croiser en ville, j'ai compris que cet environnement me grugeait de l'énergie et me causait des surcharges fréquentes. Dans ces conditions, je ne pouvais pas espérer conserver un emploi sans épuisement fréquent, être capable de faire des activités avec mes enfants, car c'est toujours plein de monde, ou d'envisager de conduire même. Nous avons donc déménagé en campagne, ayant comme conséquence de s'éloigner de toute notre famille, prenant un risque au niveau de nos emplois et de la garderie à trouver, par exemple. Je compris aussi qu'un environnement de vie surchargé sensoriellement, au niveau surtout pour moi visuel, auditif ou olfactif, par exemple, pouvait aussi me causer des surcharges. Je compris donc l'équilibre à avoir entre être maniaque du ménage versus ramasser suffisamment pour m'éviter une surcharge visuelle. Je compris que les activités ou les endroits bruyants étaient à éviter, mais que je pouvais porter un casque anti-bruit pour laisser mes enfants jouer sans faire de surcharge. Tenir une maison élimine aussi des odeurs, et si c'est une odeur normale, exemple l'odeur du beurre qui fond dans la poêle, je peux partir mon diffuseur d'huile essentielle. De plus, étant donné que je suis en télétravail, ma maison est un lieu où je vis et travaille, donc il est encore plus important qu'elle soit sensoriellement paisible et que l'ambiance soit confortable. Exemple, la température de la maison, car j'ai souvent froid, m'assurer que la luminosité n'est pas trop forte et que mon espace de travail est ergonomique et loin de distractions extérieures. Tout cela m'a été possible d'adapter mon environnement car j'ai pris un an à apprendre à me connaître à ce niveau et que tout dernièrement, j'ai eu accès à un ergothérapeute. Mais pour arriver à faire ça, je devais arrêter de travailler car c'est impossible pour moi de travailler et de faire toutes ces démarches et actions que j'ai énumérées. Au niveau de la sphère sociale, rien ne vous oblige à effectuer vos changements dans le même ordre que moi, mais personnellement, j'ai gardé cet aspect en dernier. J'ai immédiatement éliminé les relations superficielles ou négatives, mais j'ai attendu un dernier avant de décider à développer de nouvelles relations. Pourquoi? Car il m'était apparent que je n'avais pas les aptitudes et connaissances requises pour développer des relations amicales et je voulais attendre d'être réellement prête. Je ne me connaissais pas, je me rappelais que les relations interpersonnelles me grugent beaucoup d'énergie et je n'avais pas encore de solution. Il y avait mon hypersensibilité émotionnelle que je devais gérer. Il y avait une question de valeur, de comprendre l'humain en général, les rôles sociaux, les limites en amitié, de savoir m'affirmer, etc. Il m'apparaissait donc évident que je devais me connaître, éliminer tous les autres facteurs qui me nuiraient, ici je parle des autres sphères de vie que j'énumère et que je vais continuer d'énumérer, et que déjà je partirais du bon pied car j'aurais pris soin de moi et je dégagerais déjà du positif. Puis, j'ai eu l'opportunité de prendre contact avec une personne autiste qui partageait 3 intérêts en commun avec moi, soit la psychologie, l'écriture et aider les autres personnes. On la qualifiait aussi d'une très bonne personne, bienveillante, respectueuse, et j'ai décidé donc de tenter le coup et de discussion en discussion, au départ dans le but de partager un projet commun, nous avons développé une relation amicale. Toutefois, j'ai dû être consciente et concentrée sur moi, mes émotions, mes états, mes choix et mes réactions afin de me respecter et de respecter cette nouvelle amie et faire preuve de toutes les valeurs essentielles en amitié. Ensuite, je ne devais pas laisser mon hypersensibilité m'envahir et j'ai dû développer une bulle protectrice. Finalement, j'ai dû apprendre à connaître l'énergie disponible pour cette relation et à mettre des limites. Heureusement, nous avons beaucoup de points en commun étant 2 personnes autistes similaires et nous partageons divers intérêts en commun. Finalement, elle est aussi honnête que moi, une des raisons pour lesquelles j'avais abandonné espoir par le passé dans les amitiés. Parce que nous sommes 2 personnes autistes ayant des valeurs communes, nous nous comprenons mutuellement et naturellement. J'admets que ce ne serait pas aussi facile avec une personne neurotypique. Je n'ai pas encore tenté l'expérience, mais j'apprends tellement sur moi et sur les relations sociales que je me sentirais déjà plus à l'aise qu'il y a 4 mois, par exemple. Évaluer cette sphère permet de cerner les aspects qui me sont chers et ceux que je veux éviter à tout prix. Ensuite, je pourrai diriger mes recherches dans la bonne direction et éviter des déceptions dans mes relations. Maintenant que j'ai décrit les différentes sphères, je vais vous partager 2 grilles qui me sont utiles pour faire cette évaluation.
Donc, dans ces deux grilles, que je vais vous joindre, vous verrez les liens le joint dans la version texte. Donc, ça permet d'évaluer ses besoins et l'atteinte de ceux-ci. Donc, vous trouverez à la fin de cet article un lien pour accéder à deux grilles m'ayant permis d'apporter les changements requis. Donc ici, on va évaluer la satisfaction j'ai évalué ma satisfaction dans les différentes sphères de ma vie. Donc, cette grille inclut différentes sphères, différents aspects dans chaque sphère permettant d'identifier si des changements doivent être apportés et de cerner quels besoins sont comblés et non comblés et quelles actions doivent être faites. Donc, ça peut être des mises en place de stratégies, des recherches de soutien, des ajouts, des retraits d'éléments extérieurs, etc. Cette grille se veut être la première à remplir pour prendre conscience de ce qui fonctionne bien et aussi de pouvoir les prioriser. Ce qui fonctionne moins bien aussi. Donc, bien sûr, j'ai bâti cette grille selon mes besoins à moi. N'hésitez pas non plus à la personnaliser pour vous. Ensuite, dans la seconde grille, ça permet de déterminer, en fait, vraiment de cerner les objectifs à faire, de déterminer l'objectif, la date à laquelle on commence. J'ai aussi, pour moi, ça a été important d'inclure les 4 clés de motivation que j'ai déjà abordées dans un texte, qui est la cohérence, la constance, l'honnêteté, l'authenticité et l'amour, qui permet en fait de mener à terme et avec succès un objectif. J'avais en fait aussi besoin de me créer un plan de match de mes objectifs sur le court, le moyen et le long terme. Logiquement, j'en suis venue à déterminer ce qu'il était plus urgent de retirer les éléments qui me nuisaient pour ensuite ajouter les éléments qui me manquaient. Donc, par exemple, si fréquenter une personne me causait énormément d'anxiété, j'ai d'abord cessé de la fréquenter avant de planifier un retour à l'école. Je voulais d'abord éliminer ce qui m'était nuisible dans mon épanouissement afin d'être positive et d'avoir les ressources nécessaires pour me lancer dans des nouveautés ou des changements plus importants. Également, donc, j'ai inclus aussi dans cette grille ce qui permet de vérifier l'atteinte de ces objectifs et d'évaluer quand on pouvait passer à un prochain objectif, tout en s'assurant d'avoir atteint avec succès, bien sûr, cet objectif. Il faut éviter l'épuisement. C'est important de prendre des moments pour assimiler toutes ces nouveautés et intégrer les apprentissages et habiletés acquises. D'ailleurs, j'ai laissé des petites pistes de questions là, comme de rétroaction, autant sur des aspects positifs ou négatifs, pour, en fait, ça l'aide là, à se motiver, à voir les compétences qu'on a acquises, ce qu'on est fier, les émotions qu'on a vécues, les stratégies qu'on a mis en place. Ça fait une très belle rétrospection à faire qui nous permettent aussi là, à appliquer dans d'autres objectifs futurs. Donc, ici, donc, je vais pas vous énumérer en détail ce qui est inclus dans les liens, dans les grilles d'évaluation. Je vais vous laisser les lire. J'ai déjà écrit beaucoup de détails dans chacune des grilles là, sur ce qui m'était important à savoir pour bien les compléter. Si toutefois vous trouvez utile que je fasse une vidéo des explications supplémentaires sur ces deux grilles, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de le faire, mais je ne vais pas non plus m'éterniser dans cette vidéo non plus. Donc, ici en conclusion, pour terminer ce deuxième article, c'est en fait, comme vous pouvez le constater, tout ce travail que je fais en ce moment et le temps que j'investis représente une période cruciale dans mon développement, ma santé et mon avenir. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et le niveau de difficulté est assez élevé. Cependant, à chaque petit objectif accompli, chaque nouvel apprentissage acquis ou chaque partie de ma personnalité que je découvre, je ressens tout le bien que ça m'apporte. Je sens que je vais dans la bonne direction car tout ce que j'attire, c'est du positif. Et ça, c'est ce qui me permet de ne pas céder, de ne pas me décourager et de continuer vers l'atteinte de mes objectifs. Et même quand je vis une difficulté, je me demande si je me suis respectée et si je me suis aimée. Et si la réponse est oui, et que malgré ça, ça l'a mené à un échec ou à un obstacle, je me dis que le plus important est fait. C'est de continuer de m'aimer. Même si pour cela, ça m'oblige à vivre certaines difficultés, je vais réussir à trouver les outils et les stratégies en temps et lieu. Je peux vous partager un des nombreux points positifs que je vis maintenant, que je fais preuve d'authenticité et que ma confiance en moi s'est nettement améliorée. Les gens que je rencontre, qui sont souvent des inconnus, me complimentent sur mes forces, mes connaissances, mon dynamisme, mon intelligence, mon courage, ma bienveillance et ma détermination. On m'encourage et on m'appuie dans mes idées et mes projets, dans mes paroles et mes actions, et ça me fait un bien immense, et ce, depuis que je suis authentique. C'est une des premières fois de ma vie où j'ose retirer ces masques sociaux et être moi. Que ce soit par choix ou par manque de connaissances sur moi, avant, j'y arrivais pas. J'essayais d'être comme tout le monde et je ne devais pas très bien réussir. Alors, je ne recevais aucun compliment. Et dès l'instant où j'ai cessé ce camouflage, j'ai commencé à recevoir toutes ces paroles positives et encourageantes.
Jamais qu'on ne m'avait dit que j'étais une personne inspirante et qu'on souhaitait me fréquenter, car on n'aimait pas ce que je dégageais avant. Eh bien, maintenant, c'est possible. Et je ne veux pas garder le secret de ce qui m'a permis d'arriver à ce stade. J'aimerais tellement que les personnes autistes puissent aussi vivre cette belle expérience pour leur bien-être, mais aussi pour permettre de laisser une trace positive derrière notre passage, afin que la vision qu'ont les gens de l'autisme change. Je termine en vous confiant ceci. Quand on me dit que je suis hautement fonctionnelle, très intelligente et consciente, cela n'enlève en rien l'énorme boulot que j'ai à faire qui s'étalera sur des années. Entre-temps, le temps ne s'arrête pas et mes responsabilités ne diminuent pas, au contraire. Étant donné qu'il n'existe aucun soutien financier pour les personnes dans ma situation, qui viennent de recevoir un diagnostic ou qui sont en épuisement autistique, et qu'elles doivent réorganiser leur vie entière tout en se forgeant une identité propre à elles, je ne vois pas ce que le niveau de fonctionnalité de l'individu a à voir. Il ne me facilite aucunement toute cette reconstruction. Seul le temps et les efforts me permettront d'avoir une bonne santé, un bien-être à un niveau acceptable, un groupe de soutien adéquat et des outils et stratégies efficaces, ainsi qu'une personnalité qui me représente vraiment. Tout ça n'a rien à voir avec ma capacité à m'intégrer en société, mais cela part de l'intérieur de moi. Parfois, si on a trop de travail sur soi à faire suite à un événement important tel qu'un accident, une maladie ou un diagnostic d'autisme, il devient alors trop exigeant de poursuivre nos activités normales ou de répondre à nos besoins. Parfois, cet événement, maladie, accident ou nouvelle condition nous oblige à s'arrêter pour restructurer toutes les sphères dont j'ai parlé. Et cela ne nous permet pas d'être hautement fonctionnels. D'ailleurs, je n'inclus l'intégration en société dans aucune sphère parce que pour m'intégrer en société et être fonctionnel, il faut justement d'abord m'assurer que ces sphères sont saines, en adéquation avec mes capacités et objectifs, et ensuite, seulement ensuite, j'ai des chances de succès dans la société. Vous avez aimé cet article? Vous appréciez d'avoir une version vidéo et une version texte? N'hésitez pas à me le mentionner. Pour la suite, j'ai choisi de me concentrer sur la sphère sociale comme exemple principal. Dans le prochain article, je parlerai de mes difficultés dans les relations plus en détail. J'énumérerai les causes internes et externes à mes difficultés à développer des relations. Et finalement, que ce soit dans ce même vidéo ou dans un autre, je vais également vous présenter les différents groupes sociaux vers lesquels nous pouvons nous diriger pour améliorer cette sphère. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou lu, et j'espère sincèrement que cela aura été bénéfique ou instructif pour quelques-uns d'entre vous. Donc, je vous remercie beaucoup, et encore une fois, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.